L'invité du jour, animé par Emmanuel Guibert. Alors, dans le cadre de Villeneuve se livre, donc le salon du livre de Villeneuve-sur-Lot, j'ai le plaisir de rencontrer Monsieur Ahmed Fouad Bourras, c'est ça ? C'est ça, bien prononcé en plus, madame, bravo. Alors, qui a écrit Les Béliers. Alors, d'abord, présentez-vous un petit peu votre itinéraire. Comment vous êtes arrivé comme ça à l'écriture ? Écoutez, j'écris depuis quelques années. Ce n'est pas mon métier puisque je suis chirurgien des hôpitaux. J'ai grandi et vécu longtemps à Alger avant de faire ma spécialité de vivre et de travailler en France, avant de repartir en Algérie, revivre et revenir en France. Et donc, ces allers et retours des deux côtés de la Méditerranée, non seulement m'ont ouvert quelques perspectives de réflexion, mais m'ont permis de prendre des reculs par rapport à l'Algérie qui est également mon pays, où il y a mes parents, où je vais très régulièrement et où les classes populaires m'intéressent beaucoup. Et c'est pour ça que j'ai voulu parler des classes populaires et d'un sujet éminemment populaire qui est les combats de bélier. Mais ce n'est qu'une excuse pour parler des histoires des gens, de leur misère, de leurs perspectives et de leurs espoirs. Donc, et vous êtes franco-algérien ? Oui. Absolument. Et j'habite à Albi, je travaille à Albi, à l'hôpital public. Donc si les gens veulent se faire enlever un petit morceau d'intestin ou de pancréas à leur service. Oui, alors qu'est-ce qui vous a donné envie d'écrire ? Quelqu'un avait dit un premier roman réussi fait gagner une psychanalyse de 25 ans. Probablement qu'il y avait des choses, notamment une fois qu'on a décidé de se réinstaller en France, de l'ordre du fait de marquer les souvenirs, de marquer les choses, de ne pas les oublier et puis de revenir au fondamental des relations avec les gens. Et comme l'écriture, je lisais quand j'avais du temps, plus ou moins beaucoup, j'écrivais un petit peu et ça a été l'opportunité pour moi de marquer les choses, de garder des souvenirs et en même temps peut-être que j'avais une certaine dette à régler par rapport à ce pays-là auquel je voue une affection absolue. C'est curieux parce que sur ce salon, ça fait plusieurs personnes que j'interviewe qui parlent justement de la puissance de l'écriture et que le seul fait d'avoir un papier et un crayon, ça permet de me coucher sur le papier ce qu'on ne sait même pas qu'on a encore dans la tête ou ça arrive à s'éclaircir en écrivant et c'est un peu thérapeutique. Je suis d'accord. Je rajouterais juste quelque chose à mettre dans la balance qui n'est pas forcément. C'est probablement le narcissisme de celui qui écrit. C'est-à-dire qu'on peut écrire pour soi-même, probablement qu'on écrit d'abord pour les autres, on écrit peut-être également pour être reconnu socialement ou intellectuellement, je ne sais pas, mais c'est à travers la lecture de l'autre qu'on commence à écrire des choses, puis à partir d'un certain moment, vous avez raison, beaucoup d'autres l'évoquent, presque une drogue, c'est-à-dire qu'il y a des réflexions, il y a des choses qu'on veut dire, il y a des choses qu'on se sent le besoin de dire, parfois comme une offrande aux autres et parfois comme juste une sorte d'évacuation, une nécessité de ne pas garder les choses pour soi et de les partager avec les autres. Oui, quand vous évoquez la psychanalyse, c'est pour ça que c'est très drôle la façon avec laquelle, quand on questionne des primo-romanciers, comment est-ce que les thèmes qui sont abordés sont probablement orientés par leur subconscient. On ne décide pas de parler du père ou de parler de l'origine ou parler de la filiation ou parler de choses pareilles sans avoir soi-même probablement des dettes subconscientes ou psychanalytiques à solder. Alors est-ce qu'il y a un peu quelque chose de vous-même dans Les Béliers ? Ah oui, je pense qu'il y a une histoire de... Les Béliers, c'est l'histoire d'une fratrie qui est éclatée puisque un père commun et une filiation aux 4 vents, dont une partie de la filiation en France. Cette partie-là se pose des questions sur son origine à partir d'un certain âge et décide de revenir en Algérie qu'elle ne connaît pas. L'autre côté de la filiation sont des enfants qui vivent dans le monde de l'élevage ovin. Et le summum du folklore de l'élevage ovin, c'est les combats de bélier. Donc les combats de bélier, c'est une façon, c'est une métaphore pour parler de l'Algérie contemporaine, de l'Algérie qui est venue longtemps après la guerre d'indépendance, longtemps après la décennie des années 90. Et c'est ce qui m'intéresse maintenant, c'est comment vivent les gens maintenant et comment est-ce qu'ils se projettent, parce que il y a beaucoup de choses qui sont
véhiculé dans le conscient ou l'inconscient, et probablement qu'il faut revenir à des choses plus factuelles et plus banales peut-être, mais l'Algérie est un pays qui est terriblement factuel et banal, comme beaucoup d'autres. Alors donc, quand vous revenez en Algérie, vous observez beaucoup, vous vivez ou dans la campagne, ou est-ce que vous interviewez les uns les autres? Comment ça vous est arrivé d'accoucher de ce livre-là? Alors ce livre, la gestation a commencé au moment où nous avons décidé de revenir vivre en France, et ça a été un moment long où les aéroports, si vous vous rappelez, étaient fermés pendant le Covid. Donc ça a été également ce manque-là, cette nécessité, la distance avec les parents, eux aussi, qui avaient vécu le retour d'un enfant à la maison puis son départ, et donc cette dette-là également qu'il fallait essayer de travailler et d'évacuer. Et donc à Alger, j'y reviens tous les 2 mois, très régulièrement, dès que j'ai le temps, dès que mon épouse m'en donne bien sûr l'autorisation, n'est-ce pas? Parce que c'est les femmes qui décident, c'est bien. Toujours, absolument. Et oui, c'est un endroit où je suis très très content de revoir des amis, des lieux, des comportements. Ce qui est très intéressant, c'est et ce qui est peut-être le fait de vivre dans une société occidentale fait qu'on gagne énormément de choses. Il y a quelque chose qu'on perd. Les choses me semblent parfois tellement propres, saines et cadrées qu'il n'y a pas de place à l'aléatoire. Et c'est cet aléatoire qui peut être terriblement cruel, qui peut emporter les gens, mais qui peut faire naître des situations grotesques, biscornues, lumineuses, mais tout ce qui fait le sel de la vie d'un pays en voie de développement, alors que les choses sont tellement réglées sur le plan social, sociétal, juridique, que ce qui peut arriver. Je donne souvent la métaphore du est-ce qu'il arriverait qu'on voit par exemple un bélier avec de grosses cornes, tatoué au henné et courir sur la place Vendôme, c'est peu probable. Oui, mais en voir un brouter en bas d'un immeuble haussmannien à Alger, pourquoi pas? C'est ça, oui, vous se retrouver avec un cochon sur le toit d'une voiture. Pourquoi pas? Allons-y. Peut-être pas un cochon, non, pas un cochon. Pas un cochon, plutôt un mouton. Plutôt un mouton, oui. Dis donc, c'est quand même assez loin de votre métier. Ou est-ce que c'est votre pratique des malades que vous ne voyez pas que les organes, je pense. Malheureusement, il se trouve que il y a de la déformation professionnelle où il m'arrive de décrire certaines situations, si vous me permettez l'expression, anatomiques. Mais la chance que j'ai dans mon métier, c'est que c'est un métier qui est éminemment social. On voit passer énormément de situations différentes. On voit les gens dans leur faiblesse, dans leur douleur, dans leur mort, dans leur joie, dans la mauvaise ou la bonne annonce, et on voit ceci, mais on voit nous-mêmes également sommes imbibés, nous ressentons quand nous faisons du bien aux gens ou quand nous faisons du mal aux gens, et tout ceci est un terreau qui est extraordinaire où les choses sédimentent et nous permettent d'avoir des idées, des dialogues, des conversations, des comportements. Ensuite, la question c'est quel contexte est-ce qu'on voudrait défendre? Ça, pour moi, ça a été l'Algérie contemporaine, pour un autre de mes collègues peut-être. C'est pour ça que la médecine, on a de la chance d'avoir un métier aussi social que ça. Oui, et pourtant, quand on est chirurgien, de ce qu'on entend, en général, ils font plus de l'organique et puis ils s'occupent particulièrement d'un élément du corps, et qui n'ont pas le temps, c'est pas comme ça, d'avoir des relations aux malades. Enfin, je nuancerais en disant que c'est vrai que probablement qu'il y a eu des générations où on était beaucoup plus dans la technique, mais on se rend compte combien la relation avec le patient est importante, combien le tact est important, combien le fait d'annoncer les choses, de ne pas infantiliser, de faire participer les gens à leur maladie, tout cet échange-là est absolument capital pour le patient parce que il comprend, il est rassuré, il est rasséréné, il peut voir devant parce que il y a des perspectives, mais nous-mêmes également, en tant que soignants, ça nous permet de nous replacer dans notre contexte social qui est celui de toujours rendre service. Et on fait ce métier d'abord pour l'autre. Et on est content parce que on se nourrit du bien qu'on peut rendre ou le service qu'on peut rendre, mais avant tout, c'est pour les gens. C'est notre utilité. Oui, donc vous avez une conception médico-sociale de votre métier. Sociétal. Médico-sociétal, j'aime bien. Sociétal. Et alors, vous n'auriez pas envie de pratiquer en Algérie pour justement avoir
le hasard, les impromptus de la vie. Et en France, c'est tout cadré, tout bien juridique. Voilà. Vous disiez tout à l'heure, ça a des côtés bien. En même temps, ça ne laisse pas trop la place à l'imprévu, au temps. Oui. Ah, je ne vais pas forcément vous raconter toute mon histoire, mais je suis venu en France justement pour me former, me spécialiser. Et au bout de cette spécialisation, je suis rentré en Algérie pour travailler en CHU. C'est au CHU de Bab Loued à Alger pendant 4 ans, où ça a toujours été le projet. Mais comme je l'expliquais tout à l'heure à quelqu'un d'autre, je pense que nous sommes une génération de jouisseurs et de personnes qui tenons à notre qualité de vie plutôt que celle de nos parents qui, en Algérie, je veux dire, qui a été la génération qui est venue après l'indépendance, qui a accepté le sacrifice de la construction d'une nouvelle nation. Je pense que les gens qui sont venus après ont eu une sorte d'égoïsme en se disant je pense à ma qualité de vie, à mes enfants, et ce sont plusieurs choses de ce type-là qui ont fait que nous avons décidé de revenir vivre en France, parce que la vie en France est plus facile, la vie en Algérie est plus âpre, plus intense, mais c'est vrai qu'à un certain moment, on pense beaucoup plus à la filiation, au confort des enfants, et ainsi de suite. Donc je vous fais une autre petite confidence, je repars en Algérie la semaine prochaine, et je vais opérer un petit peu là-bas, et donc c'est ma façon à moi de me mettre à disposition des gens, et de continuer à rencontrer les gens, parce que le plus important, c'est la rencontre également. Ah oui. Donc vous pratiquez aussi en Algérie. Encore, toujours. Et tant qu'on fera appel, oui, j'irai avec beaucoup de plaisir. Et vous êtes bien reçu? Bien. Oui, toujours. Comment ne peut-on pas être bien reçu quand on s'occupe des gens, madame? Oui. Et quand on sait que les gens viennent de loin pour, bien sûr que oui. Donc le fait que de rentrer chez vous régulièrement, vous n'êtes pas déchiré entre deux nationalités ou de races? Enfin, choisir, c'est renoncer, madame. Oui. Choisir, c'est renoncer. Et donc, je sais que j'ai vu passer il y a quelque temps dans Le Bon Coin une annonce pour une machine à téléportation. Donc, c'est une machine qui me permet de me réveiller à Albi le matin, aller au CHU de Bab Loued, opérer la journée, prendre un thé avec ma maman, et puis me retéléporter pour revenir à Albi le soir. Je vais en acheter une. Et comme ça, je pourrais faire ça au quotidien. C'est ça, au quotidien. Alors, dites-moi, c'est votre premier roman, là? C'est le premier, oui. Et puis... Mais alors, comment vous arrivez entre Alger, vos opérations au CHU et écrire et avoir une femme et des enfants? Je pense que j'ai une épouse formidable. Ah, ça, il faut l'entendre. Non. J'ai une épouse formidable, je suis un chanceux, madame. Les enfants vont bien, on mange à notre faim, que demander de plus? On dort dans des draps propres. Et donc tout le reste, tout ce qui nous arrive de plus, c'est du bonus. Donc tout ceci, c'est du bonus. Bon, donc le premier roman, il est édité où? Je sais pas. Aux éditions Emmanuel Colas, Les Béliers. Bon, et alors vous avez autre chose dans la tête? Oui. Non, mais je peux pas dire. Non, c'est un secret. Pas le dire. Bon, là, il a déjà un peu de succès, votre livre, là. C'est pas courant, quand même. Comme tous les primo-romanciers, il faut attendre de voir. Je pense qu'il en faudra peut-être d'autres. Oui. C'est un peu en gestation dans votre tête. Ça commence à pousser un petit peu. Ah oui. On voit la tête. L'accouchement est pour bientôt. C'est ça. Merci beaucoup. Alors redites-moi votre Les Béliers. Les Béliers aux éditions Emmanuel Colas, Ahmed Fouad Bourras. Bon, merci beaucoup. C'était l'invité du jour, animé par Emmanuel Guibert.